Donc, un bonjour à tous les intervenants. La table ronde est consacrée à l'insertion et aux perspectives d'insertion au travail des doctorants en sciences humaines et sociales. Et peut-être la première chose à dire, c'est que à Bordeaux 3, il y a une seule unique école doctorale, l'école doctorale Michel Montaigne Humanité, qui existe depuis 2007. C'est le résultat de la fusion de deux écoles doctorales. Et actuellement, l'école doctorale Montaigne Humanité est la plus grande école doctorale sur le site bordelais. En gros, un tiers des doctorants inscrits sous le site bordelais sont inscrits à Montaigne Humanité. Donc, école doctorale pluridisciplinaire. L'année dernière, les inscrits, on avait donc en gros 700 inscrits, un peu moins de 700 inscrits. L'école Montaigne réunit 15 équipes de recherche, 9 équipes d'accueil et 6 unités mixtes de recherche. Les étudiants, c'est une école doctorale qui attire beaucoup d'étudiants étrangers. On a à peu près 35% d'étudiants étrangers, dont 10% d'étudiants en co-tutelle. Donc, ce sont des chiffres tout à fait importantes au niveau, comparativement aussi par rapport donc, à d'autres écoles doctorales. D'autres chiffres encore pour donner une image peut-être plus précise de notre école doctorale. 103 soutenances des thèses l'année dernière, et le nombre de thèses est en train d'augmenter, je crois. Donc, en ce qui concerne le financement des thèses, parce que c'est un point important, notamment et comparativement aux autres écoles doctorales, l'école doctorale Montaigne compte à peu près 44%. Voilà, c'est des données, alors c'est pas des données fraîches, donc ces données qui remontent à 2009 comptent à peu près 44% de doctorants financés. Thèses financées, alors dans ce 44%, il faut peut-être détailler, il y a un tiers en gros donc un tiers qui est financé par des contrats doctoraux, donc par le ministère en fait, ou par des allocations régionales, c'est-à-dire des projets de recherche en partenariat avec la région Aquitaine, des projets qui prévoient aussi des bourses, donc des bourses triennales pour donc une thèse donc en sciences humaines et sociales. Dans ce tiers, donc dans ce 44%, donc un tiers donc financé directement, on compte aussi les bourses CIFRE. Alors les bourses CIFRE, après donc on aura un doctorant qui va nous parler de cette expérience importante de CIFRE, c'est-à-dire les CIFRE exactement, ça veut dire Convention industrielle de formation pour la recherche, c'est-à-dire c'est des thèses qui sont financées par des organismes territoriaux ou par des entreprises privées. Alors actuellement, c'est des thèses donc financées directement, et on a à peu près donc 10 bourses CIFRE, donc 10 bourses financées par les entités territoriales ou par les entreprises. 10 bourses CIFRE. Et voilà, donc en gros, 44%, dans les 44% aussi, il faut prendre en compte bien sûr aussi les ATR, donc tous ceux qui travaillent, qui font une thèse et qui sont employés par l'université, et aussi donc les enseignants du secondaire. 44%, ce n'est pas génial, donc il y a 56% des doctorants actuellement en cours qui financent leurs études par d'autres moyens. Mais c'est tout à fait dans la moyenne nationale. Quelle est l'attitude, disons, de l'école doctorale par rapport à la question de l'emploi des docteurs? Après, donc, je passerai évidemment le micro à Pierre Bello qui va détailler sur cet aspect. Je dirais que tout d'abord, peut-être la chose qu'il faut souligner, c'est que l'école doctorale Montaigne est un lieu de formation. Ce n'est pas simplement une entité administrative à l'intérieur de Bordeaux 3, mais c'est un lieu de formation où on essaye effectivement de former des compétences des docteurs
des compétences qui sont d'ordre scientifique, mais aussi d'ordre professionnel. L'offre de l'école doctorale, donc vous pouvez directement consulter le site de l'école doctorale, vous verrez donc qu'il y a une offre très riche cette année, qui est articulée en gros sur deux plans. Il y a d'abord une offre scientifique, qui est consacrée disons, à des offres de séminaires, tables rondes, ateliers de lecture, consacrés à l'interdisciplinarité. Essentiellement, donc, l'école doctorale est un lieu de rencontre, de croisement disciplinaire. Et puis, on a une offre professionnelle qui vise à renforcer les compétences des docteurs, notamment dans le domaine de la maîtrise des langues, par exemple les langues dans la communication scientifique, l'anglais notamment, mais aussi les autres langues européennes, toujours dans un contexte de communication scientifique, donc améliorer les compétences des docteurs dans la maîtrise des outils de communication scientifique, des outils évidemment Internet, donc les outils de documentation. Donc on a un engagement fort, disons, l'école doctorale est une école au sens propre du terme, qui s'engage activement, donc il y a un budget qui est consacré effectivement à la formation doctorants. Et à partir de cette année, ce que l'on va mettre en place, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un besoin qui n'est pas simplement un besoin de Bordeaux 3, bien sûr, qui est un besoin qui existe au niveau national, on va mettre en place un diplôme complémentaire par rapport au diplôme de thèse, c'est-à-dire que toutes les activités que les doctorants développent en marge et parallèlement à leur parcours de thèse seront prises en compte par, disons, une sorte de CV, un CV qui se forme au fur et à mesure de leur parcours universitaire et qui va déboucher à la fin donc, sur un diplôme complémentaire par rapport à leur diplôme de thèse. Je pense que c'est important de prendre en compte cette dimension professionnelle des doctorants. C'est-à-dire un doctorant qui fait une thèse fait aussi autre chose que sa thèse. C'est une activité tout à fait naturelle. Par exemple, donc, organiser un colloque, écrire des articles, faire un stage à l'étranger. Tout ça, donc, je pense que c'est important que ça soit pris en compte par l'université, que ça fasse l'objet effectivement d'un certificat, d'un diplôme que l'on puisse à la fin présenter à un éventuel employeur. Ça, je crois, c'est une nouveauté effectivement de cette année qu'on va essayer de mettre en place. On va la présenter la semaine prochaine lors de la rentrée de l'école doctorale, qu'on va essayer de la mettre en place donc cette année. Là, c'est un premier pas, je pense, dans cette direction. En ce qui concerne l'insertion de professionnels de docteurs, de doctorants et des docteurs, je crois qu'il y a... Bon, après, je laisse la parole parce que je pense que là aussi, tu vas nous préciser mieux donc, cette question de l'insertion, qui est une question... Je pense qu'il est indéniable que l'insertion des docteurs en sciences humaines et sociales dans le monde du travail se heurte aujourd'hui à des difficultés qui sont des difficultés objectives. Alors, je pense qu'il y a des difficultés d'ordre conjoncturel, c'est-à-dire la difficulté, la crise d'un horizon d'employabilité qui est naturel, celui donc de la recherche dans le public. Donc, on s'heurte à ça, donc ça c'est effectivement une difficulté d'ordre structurel. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est effectivement de voir quelles sont les voies alternatives à une voie académique, donc en quelque sorte un emploi dans l'université. Donc c'est important de voir comment quelqu'un qui est formé spécifiquement en sciences humaines et sociales, qui a un profil, disons comme ça, souvent généraliste, mais qui a des compétences qui sont totalement uniques, dans la mesure où un docteur donc, en sciences humaines et sociales, c'est quelqu'un qui a un regard critique sur des objets qui échappent souvent à l'attention de la plupart des gens. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a des compétences assez extraordinaires de ce point de vue, puisse être employé au-delà de l'horizon académique. Hein. Donc il y a effectivement un problème qui est lié à la conjoncture actuelle, donc la crise donc effectivement de la recherche, donc aussi disons, de l'employabilité dans le secteur public. Et de l'autre côté, il y a aussi un autre problème sur lequel effectivement il faudrait travailler. Ce n'est pas un problème conjoncturel, mais c'est un problème structurel. Je dirais que c'est effectivement lié à l'absence d'une véritable culture
culture doctorale dans la société française et on n'a pas en France quelque chose qui est comparable à ce qui existe dans les pays anglophones. Je pense que le statut, il faut réfléchir effectivement au statut social d'un docteur et je pense que c'est tout à fait évident, tout le monde peut-être peut en convenir, qu'un docteur en France, déjà donc les titres de docteur ne s'affichent pas, sur une carte de visite, comme on fait par exemple en Allemagne, en Italie ou dans d'autres pays. Ça, c'est un élément assez significatif, je pense. Et le statut d'un docteur n'est pas comparable, par exemple, à celui d'un PhD dans un pays anglophone. Donc, il y a un gros problème, je pense, d'identité, d'image sociale d'un détenteur d'un doctorat qui a ensuite, évidemment, des conséquences, des reflets dans l'employabilité d'un titulaire d'un doctorat. Hein. Donc là, effectivement, il y a un travail à faire qui est un travail aussi d'image, je pense, important, un travail de société, pour montrer qu'effectivement, le docteur a une place non seulement dans l'université, mais dans la société en général. C'est quelque chose qui est important. Donc, déjà d'afficher docteur sur sa carte de visite, je pense que ce serait un premier pas, hein, que ce soit accepté. Un docteur n'est pas simplement un docteur en médecine. Donc voilà, je laisse la parole peut-être à Pierre Barbello, qui va détailler notamment la question donc, de l'emploi sur des données qui sont des données relativement... Oui, donc je vais vous donner quelques indications sur l'insertion professionnelle des docteurs de notre université. Donc cette question du devenir des docteurs, ben, c'est une préoccupation de notre école doctorale. Et plus largement, on peut dire que c'est également un souci qui est partagé par l'établissement dans son ensemble, également par les autres universités bordelaises. Alors quelques éléments sur à la fois les enquêtes qui existent déjà, sur ce qu'elles nous apprennent du profil hein, de cette population des docteurs de Bordeaux 3 et sur leur devenir, sur leur insertion dans le monde professionnel. Alors, sur les enquêtes qui existent, ce sont des enquêtes qui sont menées sous l'égide de l'Observatoire régional des parcours étudiants aquitains, donc l'ORPEA, qui a des correspondants dans nos universités, hein, au sein de la cellule d'aide au pilotage de Bordeaux 3. Et ce sont des enquêtes qui sont menées par le biais de questionnaires en ligne, 2 ans après la soutenance de thèse. Donc ce sont là les docteurs de 2009 qui seront enquêtés à partir du 1er décembre 2011, les docteurs de 2010 à partir du 1er décembre 2012, etc. D'après les chiffres qui m'avaient été donnés il y a déjà quelques mois, hein, mais je ne pense pas qu'ils soient périmés par la CAP, les enquêtes qui ont été menées en 2009 avaient un taux de réponse tout à fait satisfaisant, ça a été monté à 87%. Un peu moins bien, 66% en 2010, donc on verra ce que ça donne en 2011. Mais pour se baser sur des chiffres, quand on se base sur des chiffres avec un taux de réponse aussi élevé, on a quand même des enquêtes dont les résultats sont tout de même assez fiables. Alors évidemment, l'obstacle quand on mène des enquêtes en ligne comme ça, c'est la possibilité pour les établissements d'avoir des adresses mail valides. Hein. C'est la raison pour laquelle, en cas de changement d'adresse mail, il serait bon que les docteurs le communiquent à notre observatoire de l'étudiant. Il y a une adresse ODE-U-Bordeaux3.fr, ou bien qu'ils le fassent connaître au sein de leur équipe de recherche aux responsables de l'équipe ou aux directeurs, directrices de thèse. Alors, qu'est-ce que nous apprennent ces enquêtes? Donc, je vais me baser là sur la dernière enquête publiée, qui est celle de 2009, à partir des chiffres donc, sur les diplômés de 2007. Enfin, c'est la dernière enquête dont j'ai connaissance personnellement et qui était assez fiable avec 85% de retour. Alors, la population des docteurs de Bordeaux 3, un âge moyen de 38 ans, 29 ans en sciences, hein, pour avoir une
correspondance. Très équilibré, 49% d'hommes, 51% de femmes. 30% de nos docteurs qui sont étrangers. Profil d'études antérieures. On apprend, grâce à ces enquêtes, que 27% de ces docteurs de Bordeaux 3 étaient enseignants du premier ou du second degré avant d'obtenir leur thèse. 11% étaient salariés du public, 47% étudiants. Donc la majorité de ces docteurs, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des chiffres, mais on voit que la plupart de ces docteurs étaient titulaires d'un DEA ou d'un master recherche, une proportion beaucoup plus faible d'un master professionnel, mais il y en a quand même quelques-uns, 3%, ou bien d'un diplôme étranger. Alors sur la question du financement, Sandro a donné un chiffre tout à l'heure de 44% de docteurs financés. Ça dépend comment on calcule. Parce que là, dans le chiffre de 44%, il était intégré les docteurs qui ont effectué leur thèse en ayant le financement d'un poste dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement dans le premier degré éventuellement, puisqu'il y en a également. Mais si on prend uniquement les docteurs qui ont eu un financement institutionnel, c'est-à-dire ceux qui ont eu un contrat doctoral, une allocation de recherche, ou bien la bourse d'un gouvernement étranger, puisqu'il y a également une part de docteurs importantes qui sont financés par ce biais, ou bien, et là il y en a moins dans notre établissement, une bourse CIFRE, on a seulement, en financement institutionnel direct, seulement 31%. Alors, seulement, c'est déjà pas mal, hein, mais il faut quand même rapporter ce chiffre de docteurs qui ont un financement institutionnel direct, 31% chez nous, à celui des docteurs aquitains. La moyenne des docteurs aquitains, c'est 60% de docteurs financés. Donc 31% chez nous, 60% en moyenne pour les docteurs des universités aquitaines. Si on prend le chiffre des sciences, 79%. Hein, donc là, évidemment, on voit la situation de notre université qui n'est pas... c'est pas mal, mais enfin, on est encore très loin du compte par rapport à la moyenne des docteurs aquitains ou par rapport aux disciplines de sciences dures. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu ce financement-là, eh bien, il y a une part assez importante de 47% qui ont financé leur thèse par une autre activité professionnelle. Et parmi ceux-là, donc, une proportion importante d'enseignants du secondaire, mais aussi du primaire. Et puis alors, des financements. On peut discuter de la question de savoir s'il faut compter dans les docteurs financés ceux qui ont bénéficié d'un contrat d'ATER, hein, qui peut être 2 ans, qui peut être aussi seulement d'1 an dans certains cas. Alors maintenant, quel est le débouché de nos docteurs? Quelle est leur situation d'emploi, non pas pendant la thèse, mais une fois qu'ils l'ont obtenue? Alors d'après les chiffres toujours de cette enquête de 2009, on constate que 78% des docteurs ont un emploi et qu'à cela s'ajoutent 7% qui ont un emploi et qui en recherchent un autre. Donc au total, si on ajoute 78 et 7, 85% de nos docteurs ont un emploi 2 ans après leur diplôme, et pour certains d'entre eux, une petite partie, ils cherchent à changer d'emploi. Donc finalement, c'est pas un chiffre si mauvais que ça. Je dis si mauvais parce qu'on a tendance un peu à se flageller dans notre établissement parfois, hein, en disant nos docteurs ne trouvent pas de débouchés professionnels et à comparer avec celui des autres universités. Bon, ben, finalement, on a des chiffres qui sont malgré tout très satisfaisants, même s'ils sont moins importants que celui des docteurs des sciences dures. Mais bon, le différentiel n'est pas si important qu'on pourrait l'imaginer. Et alors, sur le détail de la nature des emplois, alors là, on a des éléments qui sont donnés par les enquêtes. 70% des docteurs, l'emploi qu'ils obtiennent à l'issue de leur thèse, c'est leur premier emploi. 49% sont fonctionnaires, 20% pour les autres qui ne sont pas fonctionnaires sont en CDI.
37% travaillent à l'étranger, donc on a des éléments qui sont intéressants de ce point de vue. Et les enquêtes permettent également d'identifier de manière plus fine la nature de ces emplois. Alors, est-ce qu'ils sont maîtres de conférences? Est-ce qu'ils sont chargés de communication? Est-ce qu'ils sont employés dans divers statuts à l'étranger? Ces enquêtes permettent également d'identifier les types d'emplois précis qui sont obtenus par nos docteurs à l'issue de la thèse. Alors, s'il y avait une marge de progression ou quelque chose que nous pourrions faire en plus par rapport à ces enquêtes, c'est peut-être en termes de communication, c'est-à-dire faire connaître et diffuser mieux au sein de notre établissement ou des autres établissements du site bordelais les résultats de ces enquêtes, afin qu'elles soient mieux partagées. Alors, par le biais du site internet ou par le biais des livrets que nous diffusons à l'occasion de la rentrée solennelle, puisque nous allons avoir très prochainement, le 23 novembre, la rentrée solennelle de l'école doctorale. Je fais le lien avec notre actualité très prochaine. Voilà, alors je crois que maintenant il est temps de donner la parole à des docteurs et des doctorants pour que les choses soient peut-être un peu plus concrètes et un peu plus incarnées. Je ne sais pas quel est l'ordre. À toi de dire. On a une variété aussi des situations, des statuts de discipline aussi qui sont représentés. Oui, je disais qu'il y a donc un groupe de doctorants représentatifs de différents statuts, parce qu'il y a des docteurs, des doctorants, des différentes disciplines. Aussi des doctorants qui représentent une association, Akidoc, qui s'intéresse directement à la question de l'insertion. Peut-être on commence par les doctorants, par les docteurs. Et aussi on a un docteur en neurosciences. Peut-être on commence par lui, quelqu'un qui a un regard extérieur par rapport à notre discipline. Vous pensez au mieux? Akidoc en premier? C'est à vous, hein, donc j'aurais bien aimé commencer par quelqu'un qui a un regard extérieur. Hein? Donc, bonjour, Marc Chevalier, effectivement docteur en neurosciences, donc pas de Bordeaux 3 mais de Bordeaux 2 à l'origine. En fait, aujourd'hui, on me qualifie plutôt comme entrepreneur suite à ma thèse, et finalement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait pendant ma thèse, mais plutôt à voir par rapport à tout ce que j'ai fait à côté de ma thèse. Donc, je vais parler un petit peu du présent, et puis je vais revenir sur les éléments qui m'ont amené aujourd'hui à devenir entrepreneur. Et donc aujourd'hui, je développe principalement une société qui vise à valoriser les compétences de docteur pour les mettre à disposition des entreprises en essayant de répertorier les besoins des entreprises et faciliter l'identification des compétences associées qui sont portées par les docteurs. Donc on transforme ça sous la forme de prestation de services, puisque c'est un prétexte pour que les gens soient amenés à travailler ensemble, pour qu'ils soient amenés à se rencontrer. Et après, ils se débrouillent entre eux pour savoir s'ils souhaitent continuer sous la forme d'un recrutement ou sur une nouvelle mission. Donc ça, c'est l'objectif. C'est un projet qui est né il y a 2 ans. La plateforme qui porte tout ça a été générée il y a 1 an sous la forme de petits tests. Là, je suis en train de revoir l'architecture pour faire en sorte qu'elle devienne un peu plus démocratique. Et surtout que ce soit beaucoup plus simple pour les industriels de pouvoir chercher les compétences souhaitées sur ce type de plateforme. Ça, finalement, c'est venu d'où? C'est venu de 2004, même 2003, quand j'ai commencé ma thèse, où j'ai commencé à faire des activités associatives à côté. Et ce qui m'intéressait, c'était un projet qui visait à faciliter la rencontre entre les doctorants et les entreprises. Donc j'ai commencé avec une association qui était à Bordeaux 2. On était membre d'un réseau national qui s'appelait Réseau Biotechno, puisque c'était à viser des biotech. Et en 2006, j'étais président de ce réseau national. Donc pendant tout le long de ma thèse, j'ai continué sur ce créneau-là. Et cette même année, en fait, j'ai été amené à rencontrer quelqu'un de l'école doctorale de chimie à Bordeaux 1, qui organisait eux aussi un forum de rencontre entre doctorants et entreprises. Et on a décidé de monter Akidoc, qu'on vous présentera tout à l'heure, puisqu'il y a des membres actifs ici, de fonder Akidoc, qui, en 2 mots, est une association multidisciplinaire qui vise à regrouper en fait tous les doctorants d'Aquitaine pour faciliter l'organisation d'un forum qui vise à
faciliter la rencontre entre les gens qui sont issus de l'université, à travers une thèse, et les entreprises. Donc on avait décidé tout ça, puisqu'on se rendait très bien compte, nous de notre côté, que le multidisciplinaire était important, puisque l'entreprise, quand elle avait un besoin, elle ne savait pas forcément vers quelle discipline se tourner, mais qu'il fallait justement faciliter l'identification de là ou des personnes qui pouvaient répondre à ce besoin. Et en fait, le projet d'entreprise est né de là, puisque moi j'avais un profil effectivement très technique, très scientifique, sciences dures. J'ai fait un postdoc aux États-Unis, et puis finalement, rentrant des États-Unis, j'avais cette idée-là, ça me tenait à cœur. Ça aurait pu être une association, mais finalement j'ai décidé d'en faire une entreprise, puisque là on parle de prestations de services. Donc on est dans un rapport, ce qu'on appelle business to business, et c'est beaucoup plus simple pour une entreprise de signer une prestation avec une autre entreprise plutôt que de le signer avec une association ou même une université. Donc voilà un peu pour l'histoire de mon parcours. À côté de ça, finalement, depuis 1 an, je me suis associé à d'autres projets d'entreprise qui n'ont rien à voir, mais où finalement on est venu chercher ma compétence, celle que j'avais développée pendant mon parcours de thèse, mais aussi au cours de mon parcours associatif. Et aujourd'hui, on fait l'accompagnement notamment vers les sciences humaines à l'Université de Nanterre, où on accompagne les doctorants et quelques docteurs, puisque sur la session d'avant, il y avait des docteurs, à l'édition de leur profil de réseau social, puisque dans tout ce que j'ai fait depuis 2003, la dimension réseau a été très importante. Moi, au départ, je considérais que le réseau, ça servait à rien et que j'avais pas le temps forcément de m'en occuper. Puis finalement, c'est l'activité associative qui m'y a emmené de façon assez naturelle. Et aujourd'hui, on a développé une association à Paris, qui tourne à Paris et qui tourne à Lyon, qui vise à justement regrouper les docteurs qui sont en entreprise de toutes les disciplines pour essayer qu'ils échangent sur leur pratique professionnelle. Sans essayer de mettre en avant le statut de docteur, mais c'est juste un prétexte pour essayer de regrouper ces gens-là. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des gens de sciences humaines, des gens de sciences dures, et on se rend compte que tout le monde a les mêmes problèmes pour mettre en avant ses compétences, pour développer son réseau. Et notamment vis-à-vis des doctorants de Nanterre, on se rend compte que les gens ont par défaut un profil atypique et qu'il faut arriver justement à simplifier un peu leur parcours. Et c'est ce qu'on essaie de faire justement à travers cette plateforme, c'est essayer de centrer sur la compétence, y attacher les expériences. Et finalement, pour résumer, c'est un peu l'inverse du CV. C'est que là, le CV est plutôt centré sur les expériences, et puis on essaie d'y attacher les compétences tant qu'on peut, tant qu'on a la place. Et justement, l'objectif de la plateforme, c'est l'inverse, c'est essayer de centrer sur la compétence et y attacher comment on a exploité finalement cette compétence et qu'est-ce qui justifie qu'on a cette compétence finalement. Donc, moi, je suis arrivé un peu là par hasard, en fait, à créer ma société. Je pense que pendant ma thèse, il y a certains partenaires avec qui on travaillait, comme les technopoles au niveau régional, qui étaient persuadés que j'allais arriver à un moment ou à un autre à devenir entrepreneur. Moi, je ne le sentais pas du tout, et c'est plutôt en diversifiant les expériences autour de ma thèse que ça m'a amené à développer réellement un projet professionnel qui me convenait et sur lequel aujourd'hui je me fais plaisir et qui n'est pas encore très rentable, mais ça viendra. Donc je pense qu'il y a plusieurs notions pour moi qui sont essentielles. C'est la notion de réseau. Le réseau, c'est pas seulement du lobbying, c'est pas seulement de la cooptation, c'est aussi apprendre finalement, savoir ce que font les autres, se renseigner un peu justement sur le monde économique qui va autour. Et c'est une bonne opportunité de temps en temps, puisque c'est comme ça que moi j'ai commencé à créer une entreprise. C'est une bonne opportunité de temps en temps d'être sollicité par son réseau pour pouvoir apporter ses compétences à un projet. Et la première entreprise que j'ai montée finalement, où je suis associé minoritaire, c'est quelqu'un que j'avais rencontré par les réseaux sociaux, que j'ai rencontré après physiquement, un peu par hasard, et qui m'a rappelé 3 ans après notre première rencontre pour me dire est-ce que ça t'intéresse de venir monter une boîte avec nous. Et donc je crois que cette notion-là, c'est une question d'opportunité. Et finalement, plus on ouvre ses portes, plus on a la chance d'avoir ces opportunités-là. Et c'est beaucoup plus simple d'exposer ses compétences à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un qu'on rencontre, plutôt que de les exposer juste par le CV ou juste par des profils de réseaux sociaux. Voilà un peu pour mon expérience. On peut poser des questions déjà, ou peut-être, je ne sais pas comment on fait. Moi, le micro, je crois que c'est la bonne. J'aimerais bien vous poser la question, comment vous voyez, en fait, de votre point de vue, d'employeur, aussi de docteur en sciences dures, disons comme ça, quels sont les points faibles et quels sont les points forts d'une thèse en sciences humaines et sociales d'un point de vue de l'employabilité? Alors, moi, ce que je vois essentiellement, c'est qu'une entreprise ne va pas chercher un docteur. Ça, par défaut, sur l'offre d'emploi, vous ne trouverez jamais, ou très rarement,
docteurs. Alors c'est en train un peu de changer puisqu'il y a certaines entreprises qui souhaitent communiquer à travers leur stratégie sur le fait qu'elles innovent. Et la meilleure façon, c'est d'avoir quelques docteurs quand même dans leurs effectifs. Donc j'ai pu rencontrer à Paris quelques entreprises qui sont un peu dans cette stratégie-là, à dire, voilà, aujourd'hui il nous faut un équilibre dans nos effectifs et il nous faut quelques docteurs pour pouvoir surtout communiquer sur le fait qu'on fait de l'innovation. Et ce n'est pas que l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation en termes intellectuels, en termes de pratique. Et c'est important effectivement de se positionner là-dessus. Après, je pense que le décalage, et là je reprends un peu l'expérience de l'Université de Nanterre, le décalage vient sur l'expression réellement de ses compétences et sur l'expression de son parcours professionnel. Sur les personnes que j'ai pu rencontrer à Nanterre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, que c'est fouillis. Moi, je leur fais faire un petit exercice au départ qui est un petit pitch qu'on retrouve assez souvent, hein, finalement, cette stratégie-là, c'est en 2 minutes être capable de se présenter. Mais de se présenter de telle manière à se valoriser sans forcément faire une liste de points, de compétences, mais en essayant d'avoir un discours intelligible par rapport à qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire, et par rapport à surtout ce qu'on veut faire derrière. Et là, on se rend compte que la première fois qu'on fait cet exercice-là, ça prend une demi-heure. Donc, vous savez très bien que quand vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois, vous n'aurez pas une demi-heure pour discuter forcément de qui vous êtes et ce que vous faites. Et je pense que le décalage vient surtout de là, c'est-à-dire dans l'entraînement et la formation, à pouvoir présenter très succinctement ce qu'a pu apporter la thèse, ce que ça a pu apporter en termes de compétences, l'impact finalement que ça peut avoir au niveau de la société, puisque dans les sciences humaines, souvent, ça a un impact quand même assez important. Et après, justement, le traduire dans une certaine continuité par rapport à ce qu'on souhaite faire, et ce qu'on souhaite faire de façon assez générale, sans forcément cibler une entreprise, et qui sera adapté forcément à l'interlocuteur à qui on s'adresse. Et je pense que pour les sciences humaines, c'est un travail à faire, c'est un travail à faire assez régulièrement, en fait, de se reposer ces questions-là, de se rasseoir, de réfléchir, puisque dans une thèse de sciences humaines, il y a beaucoup plus, pour moi, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'il y a dans une thèse de sciences dures techniques. Parce que dans une thèse de sciences dures techniques, on a une thématique de recherche, on la suit de façon un peu linéaire. Bon, on sait très bien comment ça se passe une thèse, on fait pas mal de virages pour arriver finalement à son but. Mais j'ai l'impression, moi vu de l'extérieur, que dans une thèse de sciences humaines, il y a beaucoup plus de prospection qui ne sont pas forcément linéaires et qui amènent finalement, au bout du terme, à un objectif qui peut être totalement différent de ce que ça avait été au départ. Et donc je pense que c'est important justement de faire un peu ces bilans, de se remettre en question, de refaire un petit peu ce discours-là, et surtout que ce discours puisse valoriser les compétences qui peuvent être nécessaires à ce qu'on souhaite faire réellement derrière. Il ne faut pas avoir peur justement d'essayer de s'ouvrir, de s'entraîner un petit peu auprès de ses amis pour voir si on est compréhensible. Il y avait, à un moment, il y avait une petite polémique sur le fait que la communauté docteur était assez élitiste. Je pense qu'il faut rayer justement cette image un peu auprès des entreprises, de cette image élitiste, puisque l'objectif, c'est avant tout d'apporter un service à l'entreprise à travers ce qu'on est capable de produire, à travers ce qu'on est capable de faire. Donc, je pense qu'il faut un peu sortir de cette image, même si il y a certains réseaux associatifs qui jouent un peu plus sur le statut de docteur, qui essaient de favoriser justement ce côté élitiste-là. Mais je pense qu'il faut s'en séparer un petit peu. La thèse, c'est une expérience professionnelle supplémentaire qui amène à de la réflexion. Et je pense que c'est intéressant de le valoriser comme ça, et pas seulement et pas globalement de le valoriser comme quelque chose qui amène chaque docteur à avoir un statut supérieur finalement à la communauté qui est autour. Les recruteurs ne sont pas docteurs, les entreprises ne sont pas docteurs. Si tout de suite on commence à vouloir se caser un cran au-dessus d'eux, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas avoir ce type de relation saine lors du recrutement. Oui, merci beaucoup aussi pour cet éloge de la densité des thèses en sciences humaines et sociales, ce qui justifie évidemment une durée des thèses qui est nettement supérieure donc, chez nous qu'à Bordeaux 2, par exemple. Là, nous, on est autour de 5 ans et demi, 6 ans, alors que je pense à Bordeaux 2, on est autour de 3 ans, pas plus. 3 ans et demi, je pense. 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça va être la moyenne. Donc ça explique la densité, effectivement, la complexité des thèses et des problématiques qui sont inhérentes à nos thèses. Peut-être la parole à Kidok. Je ne sais pas si vous voulez
rebondir donc, par rapport, donc, ou bien, pareil, donc, je sais pas, Anaïs, au doctorant. Bien, alors, le doctorant Marie Pendance, ou allez-y, alors, présentez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Julien Baptiste, doctorant en première année, donc doctorant CIFRE, une espèce un peu spéciale, en voie d'apparition. Donc c'est Convention industrielle de formation par la recherche. Concrètement, à quoi ça correspond? En fait, c'est un doctorant qui a différentes tutelles. Donc moi je suis rattaché donc à l'université Bordeaux 3 au titre de l'école doctorale, un laboratoire ADES donc en géographie pour ce qui est de mon laboratoire, puisque je suis en codirection avec Denis Retaillé, directeur du laboratoire ADES, et Sandrine Vossel, donc maître de conférence en géographie à l'université Bordeaux 3 et rattachée aussi au laboratoire ADES. Et pour ce qui est du volet entreprise, donc je suis rattaché à l'université, à l'entreprise lyonnaise des eaux, puisque mon sujet en fait de thèse est la gestion durable du service public d'eau potable sur la métropole bordelaise. Donc la CIFRE, pour un petit peu expliciter le montage, donc c'est un doctorat effectivement public-privé, donc matérialisé déjà par un financement public-privé et pas uniquement privé, puisque effectivement il y a l'Association nationale de la recherche et technologie, donc l'ANRT, qui cofinance en fait le projet doctoral en fait sur une durée de 3 ans. Donc c'est un CDD de 3 ans. Et donc véritablement, on est ici dans ce montage particulier, public-privé, avec effectivement la nécessité donc de trouver un équilibre, parfois difficile à trouver, entre l'intérêt général inhérent à la recherche et l'intérêt aussi privé. Donc puisqu'on est véritablement dans un cadre de recherche-action. Et c'est d'autant plus pertinent pour l'entreprise lyonnaise des eaux qu'on est dans le cadre d'une activité de délégation de service public. Donc c'est un opérateur de service public avec une nécessité de répondre aux enjeux du service public. Et donc le profil, je pense, du doctorant qui apporte un regard scientifique sur une activité industrielle et commerciale a un intérêt déjà premier dans l'activité de l'entreprise. Donc là, ce qui est valorisé, justement, je pense, en tout cas avec le petit recul que j'ai sur mon activité à la fois universitaire et dans l'entreprise, c'est qu'on est un doctorant, en fait. Si vous voulez quelqu'un qui ne soit pas là pour réfléchir sur l'intérêt général et sur avoir une approche scientifique des thématiques qui constituent pour cette entreprise le cœur de métier, la gestion du service, il prendrait un prestataire de service tout simplement ou quelqu'un de la communication. Là, véritablement, c'est, je pense, ce statut-là et cette approche-là du doctorant qui est recherchée. Et donc, comme je disais, avec cette idée de recherche-action, à la fois développer des compétences et une capacité d'expertise sur des sujets d'intérêt général, hein, la gestion durable des consommations d'eau, moi c'est mon sujet de prédilection. Et en termes très techniques, l'apport des SHS, des sciences humaines et sociales, pour une entreprise d'ingénieurs généralistes, hein, Lyonnaise des eaux, c'est un opérateur de services d'eau, donc c'est essentiellement des ingénieurs généralistes. C'est essayer d'apporter un regard nouveau sur des pratiques quotidiennes, des pratiques routinisées. Et ils n'ont pas forcément le temps de prendre du recul sur leur manière d'agir. Et donc là, et sur leur posture, on parlait tout à l'heure de posture stratégique des entreprises, c'est aussi réfléchir à la façon dont ils interagissent avec les autres acteurs de la gestion du service public, donc c'est-à-dire l'autorité responsable du service public qui est la collectivité, la communauté urbaine de Bordeaux, mais aussi les usagers qui sont les destinataires finaux du service. Donc c'est essayer de repenser un peu avec eux les nouvelles modalités de gestion du service public, des modalités de gestion déléguée. Donc puisqu'aujourd'hui on arrive un petit peu, on se rend compte dans le domaine de l'eau, qui est un domaine quand même très particulier,
que la performance n'est plus uniquement technique. Et ça, c'est une nouveauté, je pense, pour une entreprise comme Lyonnaise des Eaux. Effectivement, la technique est importante, mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de performance environnementale, de performance sociale. Et là, on arrive dans des champs où leurs compétences propres, internes, commencent à se diluer. Et donc, ils s'ouvrent de plus en plus à de nouvelles compétences, de nouveaux regards. Et c'est essayer justement, essentiellement, de changer le regard sur leurs pratiques, sur leurs outils, pour essayer d'adapter leur activité au plus proche des attentes des élus, des usagers. Donc c'est un petit peu cette vision que j'ai de mon travail dans l'entreprise. Concrètement, voilà, c'est une répartition du temps entre le laboratoire et l'entreprise, avec des va-et-vient entre le laboratoire qui nous apporte justement... alors venir sur le domaine universitaire, c'est aussi prendre du recul physique par rapport à son terrain, puisqu'on est un peu tout le temps dans la difficulté pour nous, c'est la distance. Enfin, pour les doctorants CIFRE, c'est la distanciation par rapport à son sujet, quoi. Une distanciation qui est nécessaire, à la fois par rapport à son objet d'étude, mais aussi par rapport à son hôte, entre guillemets, c'est-à-dire l'entreprise. Et souvent, un séjour longue durée sur le domaine universitaire permet justement ce détachement et prendre du recul sur son activité. Je ne sais pas si j'ai encore un... Voilà, on reviendra sur les questions. Voilà. Oui, notre exemple, donc Marie Pendanx. C'est important, je pense, de s'arrêter un instant sur la question des chiffres, qui sont essentiels. Il n'y en a pas beaucoup là. Actuellement, il y en a une dizaine, comme je disais tout à l'heure, et sont essentiellement concentrés dans le domaine de l'environnement. Donc, dans un domaine spécifique. C'est notamment l'équipe ADES qui détient, je pense, 80% des chiffres actuellement. Ce qui implique, à mon avis, qu'il y a un travail de réflexion au niveau de l'université sur le domaine éventuel qui pourrait être élargir donc le domaine des chiffres potentiels. Alors, je ne sais pas exactement, mais effectivement, ici, on est dans la géographie, dans l'environnement, dans le paysage. Quels sont les autres domaines susceptibles d'intéresser ce type d'action. Ça, c'est une vraie réflexion de l'université, je pense. Effectivement, donc... Là, effectivement, on a l'équipe ADES, donc le laboratoire de recherche en géographie là, de l'Université Bordeaux 3, à l'initiative, a priori, sur la création des chiffres. Et ça, c'est possible aussi parce qu'il y a des programmes de recherche solides. Ma thèse chiffres est adossée à un programme de recherche qui s'appelle le programme de recherche EQ, l'eau dans les choix urbains, qui est financé par la région Aquitaine. Et porté par Sandrine Vaucel, maître de conférence en géographie, justement. Et c'est justement comme ça que je suis arrivé, c'est en intégrant les programmes de recherche que je suis arrivé aujourd'hui à faire une thèse chiffre, parce qu'effectivement, les programmes de recherche sont en interaction avec différents types d'acteurs locaux, territoriaux de la gestion de l'eau, moi en l'occurrence, donc que ce soit la collectivité, les syndicats mixtes, ou les opérateurs de services publics. Donc voilà, c'est justement là où le réseau se fait, quoi. Moi, je pense que les programmes de recherche sont très, très importants. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie Pendanx. Je suis doctorante en géographie sociale et culturelle. Mon sujet de thèse est donc culture locale et identité, l'exemple des pays landais. Je suis actuellement donc en dernière année. Et l'expérience que j'ai au niveau professionnel, si j'ose dire, ce sont donc 6 années d'enseignement et de recherche en tant qu'allocataire de recherche et monitrice, ATER et puis vacataire. Je me suis intéressée en fait à la question de l'insertion professionnelle des étudiants et puis plus particulièrement des doctorants durant ces années-là, puisque par rapport aux étudiants, c'était notamment voir et expliquer aux étudiants quelles étaient les possibilités d'insertion professionnelle après un parcours à l'université, plus particulièrement en géographie, mais également concernant les doctorants, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec une thèse en sciences humaines et sociales et plus particulièrement en géographie. La géographie qui touche, comme on l'a vu, différents domaines vastes et variés, que ce soit de l'environnement, donc à la géographie sociale et culturelle.
Et effectivement, dans le cadre donc de ma thèse, j'ai été représentante des doctorants au sein du conseil du laboratoire auquel je suis rattachée, le laboratoire ADES. Et nous avons organisé donc des réunions à propos de l'insertion professionnelle des doctorants, réunions où l'on a pu vraiment toucher du doigt le problème des compétences qui sont transposables au monde de l'entreprise, mais ce n'est pas évident de les traduire. Et cette question de la traduction des compétences du doctorant, justement, avait été soulevée par Pascal Auquin, donc du POSIP, qui était venu nous expliquer comment, effectivement, durant la thèse, un doctorant, non seulement la thèse, c'est une expérience professionnelle, mais c'est aussi la réalisation d'un projet. Et durant ces années, un doctorant, même en sciences humaines et sociales, donc, développe des compétences qui sont transposables au monde de l'entreprise. Et autre réunion qui avait été organisée, c'était là, cette fois-ci, l'exemple d'un témoignage d'un doctorant en géographie qui, une fois docteur, ne s'était pas tourné vers le monde académique de l'enseignement et de la recherche, mais avait intégré donc un poste au sein de la chambre la CCI de Paris. Voilà. Donc Julien Alduy. Et donc ça montrait aussi qu'on pouvait aussi être docteur et travailler donc à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. C'est des choses qui ne sont pas forcément... auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on n'est pas peut-être suffisamment sensibilisé à toutes ces possibilités qui se présentent donc au docteur. Et ce que je voulais juste préciser, c'est que ce qui ressort en fait des rencontres que j'ai pu faire, de mon expérience personnelle également, c'est que deux notions sont essentielles, deux mots-clés dans l'insertion professionnelle des doctorants. On les a déjà précédemment évoqués. Le premier, c'est le réseau. Les réseaux plutôt, qui sont très importants justement pour la visibilité des docteurs. Les réseaux qui se construisent tout au long du cursus universitaire, que ce soit sur le terrain de recherche, mais aussi dans le cadre de l'université, ou encore sur les réseaux sociaux. Et pour ça, c'est pas toujours facile, d'où l'intérêt de passer par des entreprises comme Wizat, mais également de participer à des forums comme Akidoc, dont on vous parlera après. Autre mot essentiel, donc ça c'était le premier, les réseaux, et le deuxième, les compétences qui effectivement doivent être mis en avant par le docteur qui est en recherche d'emploi. Et donc les compétences, c'est tout ce que la thèse nous a apporté et qu'il est donc nécessaire de valoriser et de traduire en adaptant notre langage, si j'ose dire, au langage de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être. Oui, après peut-être on fait un tour de public. Et, je pense que c'est à Kidoc maintenant de présenter un peu l'esprit aussi de cette association. Alors bonjour, moi je m'appelle Anaïs Lefebvre et je suis doctorante actuellement à Bordeaux 1 en informatique. J'ai un parcours un petit peu atypique, mais comme on le disait tout à l'heure, la plupart des doctorants ont des parcours atypiques. Donc j'ai été formée en master recherche en sciences du langage, donc plutôt sciences humaines et sociales. Et ensuite je suis partie un petit peu voir ce qui se passait du côté de l'informatique, au niveau, on va dire, dans une formation professionnalisante. Étant intéressée par le domaine, je suis partie ensuite dans une thèse donc à Bordeaux 1, qui est du traitement automatique du langage, donc à mi-chemin entre les sciences du langage et l'informatique. Rapidement, pour vous présenter l'action d'Akidoc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous nous préoccupons particulièrement de l'insertion professionnelle des docteurs pour la simple et bonne raison qu'il faut faire évoluer les mentalités. Comme ça a été dit un petit peu avant par les différents intervenants à cette table, il y a une question de valorisation des compétences, comme ça a été dit et redit, et effectivement de positionnement du docteur et du marché de l'emploi. Donc, comme Pierre Bello a pu le dire tout à l'heure, on a 85% des docteurs de Bordeaux 3 qui ont un emploi 2 ans après la thèse. Mais quel type d'emploi? Pardon, je parle un peu fort.
Pas assez fort, pardon. Donc, par rapport à ce chiffre, on a effectivement une question qui se pose sur quel type d'emploi. Marc Chevalier avait parlé tout à l'heure plutôt du domaine privé. Nous, on se concentre plutôt sur l'or académique. Donc, on n'ouvre pas que au domaine privé, pas que aux entreprises, mais aussi aux structures institutionnelles, aux ONG, qui peuvent concerner particulièrement les gens de Bordeaux 3. On a dans notre réseau, effectivement, pas mal de profils qui reflètent de gens qui se sont créés leur réseau, qui ont valorisé leurs compétences, qui ont pu parfois créer leur propre emploi, comme l'a dit, l'a dit Marc tout à l'heure. Et je ne reviendrai pas sur le point essentiel qui est de créer son réseau pendant la thèse. Effectivement, il faut savoir se valoriser et mettre en avant ses compétences et ses identités multiples. Là, je vais citer un exemple qui était donné par un site internet qui s'appelle Les aspects concrets de la thèse, que vous connaissez peut-être, mais qui vaut le coup d'aller regarder. Une anthropologue, par exemple, de Bordeaux 3, peut être à la fois une africaniste, un chercheur en santé publique, un spécialiste des questions d'aide au développement, une enseignante confirmée, une gestionnaire de projet du fait même qu'elle a géré sa propre thèse et qu'elle a menée à terme, et elle peut être aussi multilingue. Tout ceci concerne vraiment la traduction de types de compétences que vous arrivez à acquérir pendant votre thèse, des savoirs purs et des savoir-faire. Donc, juste pour saluer le travail qui est fait ici à Bordeaux 3, car ce n'est pas le cas dans toutes les universités, on a quand même un POSIP, un SUIO qui est actif à ce niveau-là et qui a créé des documents qui peuvent aider les doctorants, en l'occurrence, à cerner leurs compétences et à pouvoir les traduire pour les entreprises. Et effectivement, ce type d'initiative, telle qu'elle a été faite par Rémi Chapouli, cité de Charles Giron, et aussi grâce à la conviction de Sandro Lodi, Pierre Bello de l'école doctorale. Je vais faire bref et je vais passer la parole à Alan Tissot, qui lui est doctorant en géographie ici même, et membre d'Aquidoc, en histoire, et membre d'Aquidoc depuis quelques temps. Donc Alan Tissot, doctorant en histoire moderne, laboratoire 5. Alors c'est un domaine qui n'est pas considéré comme le plus vendeur habituellement, mais justement je vais pouvoir parler de l'expérience acquise dans le cadre de l'association Aquidoc, expérience relative au forum de rencontres entreprises et à l'insertion professionnelle. Donc parler des apports des liens avec l'association Aquidoc pour un doctorant en sciences humaines, en ce qui favorise la pluridisciplinarité. Quant à l'intérêt de participer à une équipe pluridisciplinaire comme Aquidoc, ou en ce qui permet d'obtenir des informations sur l'insertion professionnelle. Donc ces liens permettent de favoriser la pluridisciplinarité. On peut parler de l'intérêt scientifique des informations obtenues par ces réseaux, des infos qu'on n'aurait pas nécessairement obtenues autrement. On prend connaissance, par exemple, de toutes les journées interdoctorants, qu'elles aient lieu d'ailleurs dans sa propre université ou dans d'autres. Alors, je peux parler dans ce sens de l'intérêt de la newsletter d'Aquidoc, qui est publiée depuis 7 mois, tous les 2 ou 3 mois. On peut parler aussi de la possibilité d'intervenir dans un domaine qui n'est pas le sien, des possibilités d'échange, d'élargir ainsi les axes de lecture de ses propres travaux de recherche. Ensuite, il est intéressant de parler de l'intérêt de participer à une équipe pluridisciplinaire comme Aquidoc. Ça représente un enrichissement mutuel, une possibilité de rompre avec la solitude de bien des thésards, d'élargir ses réseaux relationnels. Un intérêt aussi il est intéressant aussi de constater ce qu'un étudiant en sciences humaines peut ainsi apporter à une telle équipe, en faisant partie, pour co-organiser le forum notamment. Voilà. En sachant qu'une bonne partie du travail peut être faite à distance grâce à des Google Docs interactifs. Précision importante. Cette expérience de participation à une telle équipe et à l'organisation d'un événement est d'ailleurs souvent considérée par les employeurs comme une véritable expérience professionnelle. Justement, nous pouvons aborder le thème de l'insertion professionnelle. Grâce à Aquidoc, nous pouvons ainsi avoir connaissance de possibilités d'expérience, qu'elles soient ou non rémunérées. On peut citer l'exemple des initiatives de Cap Science, comme la Nuit des chercheurs, la possibilité de rédiger des articles. Alors cela
peut faciliter l'expérience de la vulgarisation, de la médiation scientifique, la prise de parole en public. Oui, l'exemple aussi de la possibilité de passer à la radio, à l'émission Que cherche-t-il de la radio chrétienne francophone. Voilà. Pour parler des formations proposées dans le cadre du forum, notamment, alors à partir de nos propres expériences, un mot sur les différents ateliers assurés par des professionnels, hein, dont ceux du POSIP. Les simulations, les ateliers de simulation d'entretien d'embauche, ateliers de recherche d'emploi, ateliers sur les compétences au sens large du terme. Voilà. En sachant que certains domaines représentés par Bordeaux 3 sont plus susceptibles d'intéresser le secteur privé que d'autres, hein. L'urbanisme, la géographie, donc, comme on l'a dit, la communication, parfois la linguistique aussi. Mais tous les secteurs potentiellement peuvent concerner les entreprises, hein. Tous sont produits d'ailleurs des consultants, il faut savoir. Voilà, alors un mot sur les compétences que peuvent acquérir des doctorants en sciences humaines et sociales, hein. Compétences en rédaction évidemment, en communication aussi, en gestion de projet également, et d'autres compétences encore. Il s'agit, outre d'une spécialisation, d'une expertise donc dans un domaine bien précis, il s'agit aussi de compétences dites transverses, donc, et qui sont particulièrement appréciées par les employeurs. Donc c'est dans ce sens, Aquidoc peut aider à prouver que le doctorat et l'expérience de la recherche sont un véritable plus par rapport à un master. Alors même si de nos jours les masters pro sont très professionnalisants, hein, mais le doctorat peut apporter un plus. Ça peut être une belle expérience professionnelle en soi, comme l'expliquent certains experts de l'insertion professionnelle. De plus, je peux ajouter que dans les stands d'entreprise du forum, hein, on peut vivre donc l'expérience concrète d'entretien avec des employeurs potentiels. Et là, on constate que l'audace peut parfois payer, ou du moins permettre de bien s'informer. Quelques exemples. On a pu apprendre, par exemple, ainsi qu'une société de production audiovisuelle, hein, cherchait des historiens de l'art ou des historiens pour rédiger des textes sur ces films. Ce forum est aussi une occasion de connaître des institutions dont le but est de soutenir les jeunes docteurs. Alors l'APEC, hein, même si ce n'est pas plus précisément sa fonction, mais surtout l'Intelli-Agence, ce qui est l'ancienne association Bernard Grégory. On peut parler aussi d'Adoc Talent Management, qui est une société spécialisée dans le conseil en recrutement de docteurs. Cela permet aussi de donner quelques exemples d'insertion professionnelle réussie, qu'il s'agisse de domaines proches ou lointains de celui de sa thèse d'ailleurs, alors quitte à subir une seconde formation pour certains, mais ce n'est pas nécessaire la plupart du temps. Alors il peut s'agir de postes de chargé de mission, de chargé d'affaires, de chef de projet. Ils peuvent être en poste dans des ONG, dans des CCI, comme on l'a dit tout à l'heure. Il peut s'agir d'ailleurs, dans ce cadre-là, aussi bien de géographes que d'historiens. Plusieurs exemples. On peut aussi donner un exemple d'un docteur en géographie de Bordeaux 3 qui travaille maintenant à Aquitaine-Valo comme chargé d'affaires. On peut parler aussi d'un historien de l'art responsable du service régional de l'inventaire et du patrimoine d'Aquitaine, hein, après avoir seulement passé un doctorat. Hein. Donc, ces personnes ont entamé une insertion professionnelle progressive, souvent parallèlement à la préparation de leur thèse. Nous pouvons aussi donner l'exemple intéressant d'une éditrice-rédactrice à l'Encyclopédia Universalis, hein, qui disposait d'un doctorat en histoire contemporaine. Nous avons aussi des exemples de linguistes rédactrices dans les agences de communication, de formateurs, hein, au sens large du terme, et enfin de consultants en communication plus ou moins spécialisés, provenant aussi bien de la communication que de l'histoire ou de la géographie, ou des lettres modernes. Voilà donc quelques exemples.
Juste pour revenir sur cette présentation du forum, comme on le disait tout à l'heure, organiser son réseau et faire valoir ses compétences pendant la thèse, c'est 2 points importants, on va dire. Venir assister à des forums, c'est bien. Les organiser, c'est mieux. Donc venez nous aider à venir organiser le forum et à essayer de justement faire évoluer les mentalités, comme on le disait tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, qui a lieu cette année à Bordeaux 3, début juin. Donc ce sera... oui, 2012. 2012, ici même. Donc, on espère voir nombreux les docteurs et doctorants de Bordeaux 3 pour venir renforcer nos rangs. Voilà, merci. Merci Anaïs. C'est essentiel, effectivement. La première démarche, peut-être, dans le sens de l'emploi, pour chaque doctorant, c'est de rompre l'isolement dans lequel on est souvent, on se trouve souvent donc, quand on est doctorant dans sa thèse, de s'ouvrir à d'autres parcours de thèse, à d'autres expériences de thèse. Je pense que ça, pour ça, dans des associations comme Akidoc, ont un rôle essentiel à jouer. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des... Non, je pense que, mais à ce moment, on a peut-être la parole au public, des questions éventuelles. Oui. J'ai une question très courte, mais c'est à propos d'une précision sur les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Vous avez parlé des chiffres de contrats qui étaient financés en sciences. Je crois savoir qu'en sciences, si pas de financement, pas de thèse. Ce qui pourrait expliquer pour une partie le fait qu'ils aient des scores très forts de financement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, et puis les doctorants qu'on retrouve après à l'étranger, est-ce que ce ne sont pas les étudiants étrangers qui finalement sont à l'étranger? Pas exclusivement. Il y a des biais de ce genre. Merci. Là aussi, on a une spécificité française, c'est-à-dire en France, on accepte des doctorants qui ne sont pas financés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Okay. Juste une réflexion. Après, moi, je suis doctorant en études italiennes. Moi aussi, je viens d'un parcours un petit peu particulier, dans le sens que j'ai une formation d'économiste. Et après, j'ai commencé une thèse en civilisation italienne. Ça m'a fait réfléchir l'observation de l'entrepreneur à propos de la présentation des doctorants. En effet, moi, je m'occupe surtout de l'enseignement de l'EA, des langues étrangères appliquées. Et en effet, on travaille, moi particulièrement, on travaille beaucoup exactement sur ça. On entraîne nos étudiants à se retrouver dans des situations des entreprises. En même temps, j'observe que ce n'est pas trop fréquent que des étudiants de langues étrangères appliquées ne commencent pas une thèse, ne s'occupent pas de recherche. On a l'impression qu'il y a une sorte de barrière entre la recherche et les étudiants de langues étrangères appliquées. Je propose juste une réflexion sur cette situation, dans le sens que ça pourrait être utile à propos exactement de l'interdisciplinarité, dont on beaucoup parle, mais ça serait peut-être le cas de passer plutôt en action, en réfléchissant sur le terrain des langues étrangères appliquées, parce que souvent on se retrouve dans des études des sciences dures, d'économie, des sciences politiques et tout ça, appliquées aux langues. Et ça serait intéressant que ces deux terrains se rencontrent. Et voilà. Il y a le problème de la thèse en LEA, c'est-à-dire du potentiel recherche des LEA, qui est une vraie question d'université. C'est-à-dire qu'on a effectivement un potentiel intellectuel qui est propre aux langues étrangères appliquées, mais qui n'est pas visible au niveau du doctorat. Il y a une véritable coupure et un véritable paradoxe, parce qu'actuellement, LEA, je crois, en termes d'effectifs, ce qui fonctionne le mieux à l'université. Donc il y a là aussi une réflexion peut-être à avoir sous la dimension recherche, de LEA. Et aussi l'absence, j'ajoute, d'un centre de recherche spécifiquement LEA, c'est-à-dire capable effectivement d'employer un capital intellectuel important qui existe à l'université. Politistes, économistes, qui sont souvent obligés de regarder ailleurs, dans les autres universités bordelaises, notamment Sciences Po. Ouais. Oui, une remarque concernant notre volonté, notre nécessité de valoriser mieux les acquisitions des étudiants, et ça excède même la question des docteurs.
acquisition en termes de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être. Et c'était une remarque donc à propos de votre intention, enfin, que vous allez présenter, d'accompagner la délivrance du doctorat d'un diplôme complémentaire. Et je voulais réagir un peu parce que moi, je dirais que par principe, je suis un peu hostile à l'idée d'un diplôme complémentaire, à savoir que nous serions un peu amenés à une tendance lourde qui est de dévaloriser les diplômes nationaux. Enfin, c'est un débat, évidemment, que l'on connaît. Nous sommes, je crois, tous très attachés aux diplômes nationaux, dont la valeur est garantie précisément par cette labellisation, et qu'il faut être très scrupuleux sur le fait de délivrer un diplôme à l'intérieur duquel on retrouve tous les termes de la formation. Et c'est pour dire tout simplement que derrière l'idée d'un diplôme complémentaire, il y a déjà quelque chose qui existe, que Pierre connaît bien aussi, c'est le supplément au diplôme. Voilà. C'est le terme administratif. Et je voulais revenir sur ce terme-là pour dire que ce supplément au diplôme, de mon point de vue, c'est vraiment quelque chose non seulement à valoriser, mais à nourrir. Et ce sont les équipes pédagogiques et les étudiants concernés, qui seront les diplômés, qui doivent nourrir ce supplément au diplôme. Et je rappelle quand même que Bordeaux 3 a été parmi les 2 premières universités sur le plan national à être labellisées par l'Europe pour délivrer des suppléments au diplôme systématiquement à l'ensemble de ces étudiants. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on n'avait pas mis en avant pendant ces 2 demi-journées, et il faut dire qu'on a encore du travail à faire pour renseigner, pour distinguer précisément les acquisitions qui vont au-delà du diplôme lui-même, mais qui le personnalisent. Déjà, il ne s'agit pas d'un diplôme national, il s'agit effectivement d'un complément au diplôme ou d'un diplôme, d'un supplément au diplôme. En fait, il s'agit simplement de prendre en compte, comme disait Marie Pandac, toute une série d'activités qui sont connaturées à la thèse, en quelque sorte. Voilà, hein, quand on est en thèse, on participe à des colloques, on écrit des articles, on monte des journées d'études. Il y a toute une série de compétences qui ne sont pas strictement, qui sont inhérentes à la thèse, mais qui ne rentrent pas dans la rédaction d'une thèse. Et tout ça, disons, ça fait un tout qui doit, à mon avis, être pris en compte par l'institution. Par l'institution. Et ensuite, évidemment, par l'employeur. Voilà, c'est ça notre optique. Hein. On était parti au début sur un projet des points SETS, mais qui n'a pas abouti. Hein. Donc, mais actuellement, on est vraiment essentiellement dans la valorisation de ces compétences. Voilà. Pascal Aucun. Oui, je voulais juste intervenir très rapidement pour compléter quelques témoignages et d'expériences en fait de docteurs et doctorants de Bordeaux 3. Le cas des CIFRE, par exemple, je voulais compléter. En fait, il y existe des CIFRE en dehors de la géographie. J'ai un exemple très concret d'une doctorante que je suis en CIFRE au Conseil régional en information-communication, au MICA. Et je voudrais, à travers ce témoignage, témoigner aussi, bon, elle n'a pas pu venir, mais des différentes difficultés qu'elle a pu rencontrer et que peuvent rencontrer les doctorants en CIFRE. Dans ce cadre-là, ce que vous avez dit m'a fait rebondir en effet dans ma tête l'accompagnement que je fais auprès de cette doctorante. C'est en effet quand elle est arrivée dans cette structure en tant que doctorante CIFRE, assez rapidement, elle s'est positionnée comme professionnelle, c'est-à-dire dans l'organigramme de la structure. Donc elle travaille dans une délégation, la délégation de relations internationales au conseil régional. Et elle a été confrontée, et ça je crois qu'il faut le dire aussi, que ce n'est pas évident, il faut se préparer à ça, à un choc culturel, c'est-à-dire qu'elle se projetait, elle avait la volonté de se projeter en tant que professionnelle intégrant une équipe, mais l'équipe en face n'avait pas forcément été préparée à cela. La direction, oui, aucun problème, mais l'équipe avec laquelle elle a dû travailler a émis certaines réticences, et il a fallu plusieurs mois de pugnacité, je tiens à le dire, de sa part, pour être intégré en tant que tel dans l'équipe. Donc c'est vrai que là aussi, je pense qu'il faut faire bouger les frontières, mais dans les deux sens. C'est un peu l'idée de coïncidence. Et elle a été confrontée à un autre problème que vous avez souligné, qui est aussi la prise de distance par rapport à la thèse. Et je dirais aussi
un problème autour de la déontologie du chercheur dans le cadre de sa thèse. Par exemple, là je cite cet exemple parce qu'il est vraiment symptomatique, dans le cadre de son travail, elle a été amenée, son travail de thèse donc, mais en chiffres, elle a été amenée à travailler sur un plan de communication stratégique du conseil régional. Et on lui a fait signifier très fortement, l'employeur en tant que tel, qu'un certain nombre de données ne pourraient pas être diffusées, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Donc là, ça pose un autre problème, là aussi, dans le cadre de ces contrats, qui sont aidants à des faits pour l'insertion professionnelle. On sait que le taux est énorme après une cifre, mais qui pose quand même des problèmes d'intégration dans le marché et de cohérence avec le suivi de la thèse. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Oui, effectivement. Donc cette question-là de l'intégration en fait du doctorant au sein d'une structure, effectivement, qui a une culture. Moi, je parlais de la culture d'ingénieur parce qu'effectivement, c'est des ingénieurs, des techniciens, etc. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que ce processus d'apprivoisement mutuel, un peu de l'entreprise avec le chercheur et le chercheur avec l'entreprise, c'est fait sur le long terme, justement. Par le biais des programmes de recherche, puisque quand j'ai une licence de géographie, je suis rentré en master sur les questions de développement dans les pays du Sud à l'IEP de Bordeaux. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier stage en fait, chez Lyonnaise des Eaux en 2009 en tant que stagiaire. Et finalement, l'apprivoisement mutuel s'est fait sur le long terme, puisqu'après, je suis revenu dans la structure à de nombreuses reprises lors de stages récurrents, puisque j'ai eu la chance de pouvoir rester dans les différents programmes de recherche. Et c'est en ce sens-là où je disais que je pense qu'il y a un vrai potentiel à valoriser dans les programmes de recherche des chercheurs, des enseignants-chercheurs dans l'université, notamment parce qu'il y a... En tout cas, moi, la façon dont ça s'est passé, hein, c'est la volonté aussi des enseignants et des professeurs de faire monter en compétence les élèves, de les suivre sur le long terme. Et justement, c'est une porte d'entrée, on parlait du réseau. Effectivement, rentrer dans un programme de recherche, c'est finalement travailler en équipe, bénéficier des réseaux, du label, du programme de recherche, des financements, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est autant de facilités qui permettent effectivement déjà une meilleure connaissance des institutions, qu'elles soient publiques ou privées en termes de professionnels, puisqu'on fait des petits stages, on y revient, on croise les interlocuteurs sur des séminaires de rendus de stages, etc. Donc c'est quand même très important. Effectivement, après, en ce qui concerne... voilà. Vous avez dit la déontologie du chercheur. Voilà, moi je parle aussi de distanciation. Effectivement, c'est savoir voilà, d'où on parle et d'où on regarde effectivement les enjeux. Et ça, c'est une vraie... C'est un petit peu une psychanalyse au sens où la difficulté, c'est voilà, de se connaître soit dans l'institution, puisque on dit souvent la difficulté des sciences humaines et sociales, c'est que le chercheur est un petit peu dans la pipette ou dans le bec benzène, et la difficulté, c'est de s'extraire de la solution pour regarder comment ça interagit. Donc voilà. Après, pour ce qui est du secret des données, effectivement, que ce soit dans toutes les organisations, il y a des questions de compétitivité, de secret. Et c'est là où, effectivement, j'insisterai sur l'importance il y a des conventions de collaboration entre le laboratoire et les organisations. Et là, il y a besoin vraiment d'un soutien de l'université dans l'élaboration de ces conventions. Et je finirai là-dessus, puisque j'ai eu la chance d'être invité par l'ANRT qui organisait un colloque pour tous ces doctorants SHS, CIFRE, sur la propriété intellectuelle dans les SHS et sur ils ont regroupé tous les nouveaux entrants en CIFRE dans les sciences humaines et sociales pour nous faire une présentation là-dessus. Et en fait, on s'est tous rendu compte que
moi, j'ai eu la chance d'être soutenu justement par les encadrants du programme de recherche et par mon directeur de thèse qui avait aussi une expérience en tant que directeur du laboratoire. Voilà. Donc je bénéficie quand même d'un encadrement très important et j'ai une présence forte des enseignants autour de moi. Mais beaucoup de chercheurs, enfin de doctorants en CIFRE, témoigner de leur solitude justement au moment de l'élaboration de la convention de collaboration qui détermine justement la possession des résultats, etc., le partage des données, la confidentialité. Et ça, c'est un vrai problème. Surtout quand on parle de valoriser le travail de recherche par des écrits ou par des participations au colloque. Quand on a une entreprise qui dit « Ah, ben, vous avez signé une convention de collaboration que vous avez fait vous-même et dans lequel vous n'êtes pas rendu compte que vous avez des clauses de confidentialité très restrictives. » Donc là, il y a un vrai besoin d'accompagnement par les structures universitaires, à mon sens. On arrive au terme du temps prévu. Merci pour toutes ces belles interventions. Je voudrais donner quelques petits compléments, mais très très brefs. En particulier grâce à nos jeunes amis d'Aquidoc qui ont illustré superbement, je crois, à travers la liste un peu à la Prévert qu'Alain Tissot nous a présentée, mais on a parlé de Platon, Prévert. Enfin, nous, on est très attachés aussi à des valeurs, j'ai envie de dire universitaires, mais qui sont communes et humanistes avant tout. Voilà, c'était pour rebondir aussi sur la table précédente. Tout ça pour dire aussi que de cet ensemble, on devrait tirer un bilan, et sur cette table en particulier, merci à Sandro, à l'équipe, d'avoir organisé cette rencontre-là. Il nous appartenait aussi de faire un petit bilan, c'est ce qui était prévu, avec les animateurs, s'ils sont présents et s'ils acceptent 5 minutes que l'on se retrouve à la place des actuels participants de la dernière table. Ce qu'on peut retirer comme premières impressions et pas premier bilan de ces 2 demi-journées, c'est qu'il y a une attente énorme de la part de tout le monde. Il y a une attente, bien sûr, qu'on sent, je dirais, le POSIP, la voix, la ressent au quotidien des étudiants. Il y a une attente de certains collègues. On a dit ce matin que peut-être il manque encore chez certains collègues un engagement, une sensibilité sur ces questions de l'insertion. Et puis il y a une attente, et moi je me réjouis de ce qui a été dit en ce sens, y compris parfois avec des remarques un peu stimulantes ou vivifiantes, comme celle de Michel Val ce matin, en disant oui, c'est vrai qu'il y a encore besoin de travailler sur ces liaisons université-entreprise. Alors on a souligné à plusieurs reprises, que ce soit au travers de la thèse, que ce soit en bourse CIFRE ou pas, que ce soit au travers des stages, au travers des travaux d'application des étudiants. Évidemment, l'université, même parfois depuis des années dans certaines filières, envoie, favorise, pousse parfois même ces étudiants vers le monde de l'entreprise. Je profite de l'occasion pour rappeler, ressouligner, que dans nos filières, ou certaines de nos filières, l'entreprise au sens strict n'est pas le seul débouché, ou bien l'entreprise au sens large, c'est-à-dire incluant les associations, voire les collectivités territoriales, qui, d'une certaine façon, sont un type d'entreprise. Entreprise territoriale, pas entreprise au sens capitalistique du terme. Mais je crois que ce qui est encourageant dans les différents échanges et les témoignages qu'il y a eu, c'est cette envie, cette volonté, ces attentes, de continuer de développer des échanges au travers de différentes structures. On l'évoquait avec Michel Val, au travers des clubs d'entreprise, par exemple, au travers de différentes modalités, et la nécessité impérieuse de continuer à travailler sur tout ça et de le relayer constamment. Un mot, Violaine ? Oui, alors pour ma part, moi je vais dire que j'étais ravie qu'il y ait eu une table ronde consacrée au handicap, à l'insertion professionnelle des étudiants handicapés. Alors le dilemme est toujours le même pour moi, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire quelque chose à part pour les étudiants handicapés, ou est-ce qu'il faudrait intégrer la question du handicap dans chaque thématique, dans chaque table ronde ? Voilà, est-ce que ce ne serait pas ça le signe d'une intégration, d'une vraie intégration de la problématique du handicap ? Voilà. Sinon, je trouve que j'étais ravie qu'on puisse aborder la question, et je sais que nos étudiants sont largement présents dans toutes nos formations, dans toutes les filières et dans tous les niveaux, et notamment ils s'étaient particulièrement représentés au niveau du doctorat.
Voilà, donc moi, s'il y a une coïncidence qui est reconduite l'année prochaine, eh bien, je réponds oui pour y participer de nouveau. Merci. Un appel à une coïncidence version numéro 2, une deuxième édition. Oui, pourquoi pas. On se posera en tout cas très sincèrement, très sérieusement la question. Sandro Landi, qui était aussi à la table, la dernière, celle qui concernait plus le doctorant, a peut-être un mot de synthèse rapidement. Il n'avait rien préparé, mais ça n'est pas le but du jeu. Et je crois qu'il a assisté aussi à pas mal de témoignages. C'est à travers essentiellement la notion de témoignage que nous avons construit cet événementiel, restreint à 2 demi-journées parce qu'on ne voulait pas empiéter trop sur les emplois du temps chargés, à la fois des chefs d'entreprise, à la fois des collègues personnels et étudiants aussi. Vous avez remarqué qu'on n'a pas demandé de la banalisation des cours, et pour autant, les étudiants ont pu passer autant que faire se peut. On se reposera la question de notre mode d'organisation éventuellement. Sandro, un petit point quand même sur cette table doctorant. On a entendu des échos variés, divers, riches, encore une fois. Mais déjà, effectivement, le cadre est relativement positif. Et puis, ce qu'il faut souligner, je crois, que quand on fait une thèse, quand on est capable d'accomplir un projet de thèse, on est généralement capable d'accomplir tout autre type de projet. Et ça, c'est une compétence qui va bien au-delà de la dimension académique et universitaire. On est capable d'amener un projet du bout jusqu'au bout. Et ça, c'est une maîtrise de ces énergies intellectuelles, physiques, qui est une expérience unique, je pense, que l'on peut effectivement employer aussi dans d'autres domaines que celui de l'université. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Je crois aussi, je me suis tenté sur un petit jeu qui consistait à sortir des mots répétés plusieurs fois ou entendus plusieurs fois. Alors dans le top 10, on voit apparaître stage, on voit apparaître réseau, on voit apparaître rencontre, on voit apparaître hasard, et j'ai envie de dire coïncidence, mais ça c'était dans une belle réflexion avec Isabelle Froustet du service de la communication, et je la remercie. Voilà des mots qui sont forts, mais finalement que l'on entend de plus en plus, donc il faut aussi s'appuyer là-dessus. On a aussi entendu quelques critiques, quelques points qui nous étaient envoyés vertement, et c'est bien, simplement pour vous dire que nous espérons faire mieux. Nous sommes en construction de bases de données, de points de référence, de connaissance de nouveaux sigles, thèmes, projets, parcours personnels, professionnels, etc. Nous y sommes particulièrement sensibles. Encore une fois, on tente de faire autant que se peut. La question de l'image de Bordeaux 3 qui a été évoquée dans les tables précédentes hier et aussi aujourd'hui, elle est importante. Les données sont connues sur ces fameuses enquêtes dont on a parlé tout à l'heure, en particulier pour les doctorants, et en particulier aussi ces données, je voudrais insister sur le fait qu'elles sont maintenant communiquées à travers notre site web, et je crois que c'est en ligne depuis hier ou avant-hier ou quasiment, donc là aussi on va pouvoir les exploiter, même si j'entendais bien la remarque, et je partage le point de vue qui était évoqué tout à l'heure avec vous, monsieur, à savoir qu'il faut les regarder finement et précisément parce qu'elles peuvent être entachées de certains biais quant à leur lecture, et vous avez tout à fait raison, nous y travaillerons. Voilà, puis que dire de plus? On vous invite donc à partager le verre de l'amitié, comme je le disais, en espérant peut-être une deuxième édition.